Le 10 octobre 2025, des moteurs ont traversé Ouagadougou dans l'ombre, sans défilé ni communiqué officiel, rompant un silence devenu stratégique. Au matin, ce qui semblait être une simple livraison d'armes révélait un paradoxe plus large. Un convoi discret, mais un signal géopolitique lourd, capable de fissurer des décennies de dépendance sécuritaire au Sahel. Pourquoi ce choix, assumé par Ibrahim Traoré, oblige-t-il désormais partenaires occidentaux, voisins régionaux et citoyens burkinabés à repenser la notion même de souveraineté défensive? Parce qu'un ordre ancien commence à se déplacer. Ce récit promet d'éclairer ce qui est réellement en jeu derrière une livraison militaire nocturne, au-delà des images spectaculaires et des lectures idéologiques rapides. Il s'agit de comprendre comment une décision sécuritaire précise reconfigure des rapports de force régionaux, redéfinit les marges de manœuvre d'un État sahélien et modifie la façon dont les partenaires extérieurs évaluent désormais leurs options. Pour le public, l'enjeu est clair. Saisir en quelques minutes ce qui change concrètement, pourquoi cela compte maintenant et comment ces choix peuvent produire des effets durables sur la sécurité, l'économie et la légitimité politique. À court terme, la question n'est pas seulement celle de l'équipement ou de sa valeur estimée, mais celle du signal envoyé. Qui décide, à quelles conditions et avec quelles conséquences assumer? À moyen terme, ce mouvement soulève des risques mesurables, notamment en matière de dépendance nouvelle, de réactions diplomatiques et de pressions économiques. Mais il ouvre aussi une opportunité rarement explicitée, la possibilité pour des États longtemps périphériques de négocier la sécurité comme un acte de souveraineté active et non comme une faveur conditionnelle. Reste à savoir si ce pari peut tenir. Ce qui a été livré cette nuit-là n'était pas symbolique, c'était structurant. Les estimations concordantes situent la valeur de l'accord entre 240 et 260 millions de dollars américains, un montant inhabituel pour un État sahélien finançant seul une capacité militaire complète. Derrière ce chiffre, un fait plus décisif encore. L'opération a été réglée par des fonds nationaux, via le fonds de défense créé en 2024, sans prêt extérieur ni subvention conditionnelle. Ce mini révélateur change l'angle de lecture. Il ne s'agit plus d'une aide, mais d'un achat. Pas d'un alignement, mais d'un choix. Et ce choix s'inscrit dans un contexte où, depuis plusieurs années, les dispositifs sécuritaires occidentaux au Sahel se sont progressivement contractés. Retrait des forces françaises, réduction des effectifs américains, coupes budgétaires européennes. Le vide n'est pas théorique, il est opérationnel. Dans le nord du Burkina Faso, l'insécurité persistante, la vulnérabilité des axes logistiques et l'exposition des populations rurales ont continué malgré les promesses répétées de stabilisation. C'est dans cet espace que la décision prend sens. Attendre davantage impliquait accepter un coût croissant, humain et politique. Agir signifiait assumer une rupture méthodologique. Lorsque Ouagadougou se tourne vers l'Est, ce n'est pas par idéologie, mais par calcul. La Chine, par l'intermédiaire de son exportateur de défense, propose un paquet complet: matériel, formation, maintenance, sans exigences politiques explicites. Cette approche contraste fortement avec les cadres occidentaux, où l'assistance sécuritaire est souvent liée à des critères de gouvernance et à des mécanismes de supervision externe. Sous le commandement d'Ibrahim Traoré, cette différence est interprétée comme une question d'agence. Le cœur du raisonnement est simple. La dépendance déguisée coûte plus cher à terme que l'autonomie négociée. Ce n'est pas un rejet de partenaires historiques, mais le refus d'un monopole. Les analystes occidentaux y voient un risque d'influence accrue de Pékin. Les autorités burkinabées y lisent la fin d'une attente improductive. Ainsi, la livraison nocturne n'est pas un événement isolé. Elle marque un basculement de posture,
de la protection demandée à la défense assumée. Et c'est précisément ce déplacement qui explique pourquoi la question posée au départ sur le choix d'Ibrahim Traoré ne peut plus être évitée. Pour mesurer l'impact immédiat de ce basculement, il faut quitter un instant les salles de briefing et suivre ceux qui traduisent la décision en pratique. Dans les semaines qui ont suivi la livraison, des unités burkinabées ont commencé à intégrer les nouveaux équipements dans des exercices de coordination accélérés, souvent loin des caméras. Pour les officiers de terrain, l'enjeu n'était pas la démonstration de force, mais la capacité à combler des failles anciennes. Mobilité réduite, appui-feu fragmenté, communication lente entre commandements et unités avancées. Un commandant local, cité par des observateurs régionaux, résumait la situation sans emphase. Avant, certaines zones ne pouvaient être sécurisées que ponctuellement. Après, la présence devient plus crédible et plus continue. Ce changement est moins spectaculaire qu'un défilé militaire, mais plus décisif dans la durée. La disponibilité d'un appui coordonné modifie le calcul des groupes armés, mais aussi celui des populations civiles, qui ajustent leurs déplacements, leurs marchés et leurs récoltes en fonction du niveau de risque perçu. L'impact précoce se lit également dans la chaîne de décision. Là où les opérations dépendaient auparavant de calendriers et d'autorisations extérieures, la planification se fait désormais en interne. Cette autonomie relative réduit les délais, mais accroît aussi la responsabilité politique. Chaque succès, comme chaque échec, ne peut plus être attribué à un partenaire absent ou hésitant. Il est assumé localement. Ce glissement explique pourquoi le choix stratégique ne se limite pas à un achat d'armes. Il redéfinit le rôle de l'État comme acteur sécuritaire direct, exposé au regard de ses citoyens. Autrement dit, il y a désormais plus de contrôle, mais aussi plus de comptes à rendre. Ce mouvement s'est préparé en silence. Il est discret, presque invisible pour le grand public, mais il s'inscrit dans une préparation de longue date. Depuis la création du Fonds de défense nationale en 2024, les autorités burkinabées ont progressivement déplacé leurs priorités, en internalisant des choix autrefois négociés à l'extérieur. Cette trajectoire culmine dans la nuit du 10 octobre 2025 lorsque les convois franchissent les périphéries de Ouagadougou sans escorte médiatique, sans annonce officielle et sans les signaux habituels d'une coopération militaire classique. L'événement est silencieux par la forme, mais lourd par l'intention. Le véritable tournant ne se situe pas dans l'arrivée du matériel lui-même, mais dans ce qu'il révèle rétrospectivement. Au fil des heures, puis des jours, les informations filtrent par cercles spécialisés. La nature des systèmes livrés, l'ampleur de la capacité déployée, la cohérence de l'ensemble. Il ne s'agit pas d'un renfort ponctuel, mais d'un écosystème complet de défense, pensé pour la mobilité, la coordination et la dissuasion. À ce moment précis, la lecture dominante change. Ce n'est plus une réaction à une urgence sécuritaire, mais l'aboutissement d'une séquence stratégique. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette séquence a été menée sans rupture brutale de discours, mais avec une constance méthodique. Les mois précédents avaient déjà été marqués par des signaux faibles, accent mis sur la souveraineté budgétaire, critique répétée de l'inefficacité des cadres d'assistance conditionnelle et recherche active d'alternatives opérationnelles. La livraison nocturne agit alors comme un point de cristallisation. Ce qui était perçu comme une posture devient une décision irréversible. Les répliques ne tardent pas. Dans les capitales occidentales, l'événement est d'abord accueilli avec scepticisme, puis avec inquiétude mesurée. Les analyses évoquent un risque d'escalade, une dépendance future ou un glissement d'influence. Dans la région sahélienne, la lecture est différente. Au Mali et au Niger, les observateurs militaires notent la création d'un précédent.
Pour la première fois depuis longtemps, un État du Sahel démontre qu'il peut reconfigurer seul son architecture sécuritaire sans validation externe préalable. Sur le terrain, ces répliques prennent une forme concrète. Les exercices conjoints se multiplient, les chaînes de commandement sont testées, les procédures ajustées. Chaque étape renforce une dynamique de confiance interne, mais accroît aussi la visibilité politique du choix initial. Il n'y a plus de retour possible à sa ambiguïté. Elle a à l'ambiguïté. La décision est exposée, assumée et observée. C'est précisément cette exposition qui donne à la séquence sa portée. Le fil des événements montre une transformation graduelle puis assumée, d'une posture d'attente à une posture d'initiative. Le déclencheur a été silencieux, le basculement stratégique et les répliques désormais régionales. À partir de là, la question n'essaye plus de savoir ce qui s'est passé, mais ce que cette trajectoire produit. Avant la livraison, la capacité militaire du Burkina Faso reposait sur des moyens fragmentés, souvent dépendant de calendriers d'assistance extérieure et de stocks limités. Après octobre 2025, l'échelle change nettement. Les analystes estiment la valeur totale de l'accord entre 240 et 260 millions de dollars américains, ce qui place cette acquisition parmi les investissements sécuritaires autonomes les plus importants jamais réalisés par un État sahélien. Ce chiffre n'est pas seulement élevé en soi, il signale un saut de capacité assumé et planifié. Un premier élément tangible apparaît dans la composition du matériel livré. L'ensemble inclut des véhicules d'appui-feu VN-22B équipés de canons de 105 mm, des lance-roquettes multiples capables de frappe de précision jusqu'à 70 km, ainsi que des mortiers automoteurs et des unités de commandement mobile. Pris séparément, ces systèmes existent déjà dans d'autres armées. Combinés, ils constituent une architecture cohérente pensée pour réduire les délais de réaction et améliorer la coordination interarmes. La différence n'est donc pas uniquement quantitative mais structurelle. Un autre point décisif concerne le mode de financement. Contrairement au programme d'aide traditionnel, cette acquisition a été réglée par des ressources nationales, via le Fonds de défense mis en place en 2024. L'absence de prêts concessionnels ou de subventions étrangères réduit mécaniquement l'exposition à des conditionnalités politiques futures. En termes simples, chaque dollar investi renforce une capacité contrôlée localement sans clause de révision externe. Pour les décideurs burkinabés, ce point est central. Il transforme un achat militaire en acte de souveraineté budgétaire. Enfin, un troisième élément mérite l'attention. Il concerne l'effet de levier régional. Depuis la livraison initiale, une partie des équipements et des doctrines associées a été intégrée dans les mécanismes de coopération de l'Alliance des États du Sahel. Cette mutualisation augmente la portée effective de l'investissement initial. Là où un État isolé supporte seul le coût de maintenance et de formation, une alliance partage les charges et standardise les procédures. Le rendement stratégique de l'investissement s'en trouve amplifié sans augmentation proportionnelle des dépenses. Ces chiffres doivent toutefois être interprétés avec prudence. Un investissement de cette ampleur exerce une pression réelle sur les finances publiques, dans des économies où les besoins sociaux restent considérables. La question n'est donc pas seulement de savoir combien a été dépensé, mais ce que cette dépense permet d'éviter des pertes humaines liées à l'inaction, des zones durablement hors contrôle et une érosion continue de la légitimité étatique. Dans ce calcul coût-bénéfice, la sécurité devient une condition préalable au développement et non un luxe différé. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la logique suivie est claire. Mesurer la sécurité non en promesses, mais en capacités observables. Les chiffres ne garantissent pas le succès, mais ils rendent la décision lisible et évaluable.
C'est précisément cette mesurabilité qui distingue cette séquence d'un simple geste politique. Les données montrent un basculement réel, reste à en tester la durabilité. Les critiques de cette réorientation stratégique avancent deux arguments principaux qu'il convient de considérer sérieusement. Le premier concerne le risque de dépendance nouvelle. Selon cette lecture, remplacer un fournisseur dominant par un autre ne supprime pas la symétrie, elle la déplace. Une armée équipée, formée et maintenue selon des standards extérieurs pourrait, à terme, se retrouver liée à des chaînes logistiques et à des choix techniques difficiles à renégocier. Dans cette perspective, l'autonomie affichée masquerait une vulnérabilité différée. Le second argument porte sur l'escalade régionale. En renforçant rapidement ses capacités, le Burkina Faso pourrait, selon certains analystes occidentaux, alimenter une course aux armements implicite dans une zone déjà instable. Ce renforcement serait perçu par des acteurs non étatiques comme une provocation ou par des États voisins comme un précédent inquiétant. Le risque serait alors une hausse des tensions au lieu de la stabilisation recherchée. Ces deux objections reposent sur des précédents réels et ne peuvent être écartées d'un revers de main. Toutefois, elles supposent bien que l'inaction constitue une option neutre, ce que le contexte sahélien dément largement. Avant la livraison, la dépendance existait déjà, mais sous une forme moins visible, dépendance à des missions extérieures intermittentes, à des décisions prises hors du territoire et à des calendriers politiques étrangers. Le choix n'était donc pas entre dépendance et autonomie, mais entre deux types de dépendance, l'une subie, l'autre négociée. Sur la question de l'escalade, les données disponibles suggèrent un effet plus nuancé. L'intégration des capacités dans une alliance régionale vise précisément à réduire les logiques compétitives entre États sahéliens. La mutualisation des doctrines et des renseignements privilégie la coordination défensive plutôt que la projection agressive. En outre, la posture officiellement revendiquée reste dissuasive, non offensive, ce qui modifie le calcul des adversaires sans nécessairement multiplier les confrontations. Enfin, l'argument le plus souvent négligé concerne le coût de l'attente. Les années de promesses non tenues ont produit un environnement où l'insécurité chronique érode les économies locales et la confiance civique. Face à cela, l'option choisie apparaît moins comme une fuite en avant que comme une tentative de reprendre l'initiative. Le pari est risqué, mais l'alternative l'était tout autant. Ainsi, même en adoptant la lecture la plus critique, la décision ne se réduit pas à un alignement aveugle. Elle s'inscrit dans une hiérarchisation des risques où l'immobilisme n'est plus considéré comme le moindre mal. Reste à observer si cette balance tiendra dans le temps. Le véritable basculement ne réside pas dans le volume d'armes reçues, mais dans la doctrine qu'elles rendent possible. Jusqu'ici, la sécurité au Sahel était pensée comme une succession d'interventions externes, temporaires et fragmentées. Après octobre 2025, elle commence à être structurée comme un système continu, coordonné et assumé localement. Ce changement de logique modifie la manière dont les décisions sont prises, mais aussi la façon dont elles sont perçues par les partenaires et les adversaires. Au centre de cette inflexion se trouve une idée simple, souvent sous-estimée, la crédibilité. Une capacité défensive n'est dissuasive que si elle est perçue comme durable, maîtrisée et intégrée. En ce sens, le choix soutenu par Ibrahim Traoré ne vise pas à démontrer une force ponctuelle, mais à installer une permanence. Les exercices conjoints, la standardisation des procédures et l'émergence d'une chaîne de commandement régionale donnent corps à cette ambition. La sécurité cesse d'être un événement, elle devient une routine. Cette révélation médiane éclaire rétrospectivement les réactions contrastées observées depuis la livraison.
Les inquiétudes occidentales portent moins sur l'équipement que sur la perte d'un rôle structurant. À l'inverse, dans le Sahel, ce modèle est lu comme la preuve qu'une autre organisation est possible, sans tutelle directe. La question n'est plus qui protège, mais qui décide comment protéger. À ce stade, l'enjeu dépasse le Burkina Faso. Ce qui se dessine est une redéfinition des règles implicites de la coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Une règle où l'initiative prime sur l'attente et où la souveraineté se mesure à la capacité de tenir dans le temps. C'est cette logique qui prépare les conséquences concrètes à venir. Pour les États de la région, la première conséquence est institutionnelle. Le renforcement des capacités du Burkina Faso, intégré progressivement au mécanisme de l'Alliance des États du Sahel, modifie les équilibres de planification et de coordination. Là où chaque pays agissait auparavant selon ses contraintes immédiates, une logique de défense collective commence à s'imposer. Cela implique des choix partagés en matière de déploiement, de renseignement et de priorités opérationnelles. Sous cette configuration, la décision initiale portée par Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur, accélérant une intégration que beaucoup jugeaient irréaliste il y a encore peu de temps. Pour les entreprises, l'effet est moins visible mais tout aussi déterminant. La sécurité conditionne directement l'activité économique. Des axes routiers plus sûrs réduisent les coûts logistiques, améliorent la régularité des approvisionnements et rendent à nouveau viables certaines zones agricoles ou minières. Les acteurs locaux observent déjà une différence entre une présence militaire intermittente et une couverture plus constante. À moyen terme, cette stabilisation relative peut encourager des investissements prudents, notamment dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. La sécurité ne crée pas la croissance, mais son absence la bloque systématiquement. Du point de vue des citoyens, la conséquence la plus immédiate est psychologique. La perception du risque influence les comportements quotidiens, fréquentation des marchés, déplacements interurbains, scolarisation. Lorsque la protection repose sur des forces perçues comme temporaires ou extérieures, la confiance reste fragile. À l'inverse, une capacité nationale visible, même imparfaite, tend à renforcer le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. Cela ne supprime pas les craintes, mais modifie la relation entre la population et l'État, désormais jugé sur ses résultats directs. À l'échelle régionale, enfin, l'impact dépasse le cadre burkinabé. Les pays voisins observent attentivement les effets concrets de cette réorientation. Si la posture se traduit par une réduction mesurable de l'insécurité sans dérive autoritaire majeure, elle pourrait devenir un modèle de référence. Dans le cas contraire, elle servirait d'exemple dissuasif. C'est cette dimension expérimentale qui rend la séquence si scrutée. L'Alliance des États du Sahel n'est pas seulement une structure militaire, elle est un test grandeur nature. Dans cet ensemble, le rôle d'Ibrahim Traoré reste central, non comme figure isolée, mais comme point de convergence des attentes et des critiques. Les conséquences ne se limitent pas à des gains tactiques. Elles engagent la crédibilité politique, la cohésion sociale et la capacité des institutions à transformer une puissance accrue en sécurité vécue. C'est à ce niveau que se jouera l'évaluation réelle du choix initial. Dans une trajectoire la plus probable, la trajectoire actuelle se stabilise sans rupture majeure. Les capacités acquises sont progressivement intégrées, les chaînes de commandement gagnent en fluidité et la coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel produit des effets mesurés mais réels. La violence ne disparaît pas, mais elle recule de manière inégale, permettant à certaines zones de retrouver une activité économique minimale. Dans cette hypothèse,
Le pari initial n'est ni un triomphe spectaculaire ni un échec, mais une consolidation prudente, observée avec attention par les partenaires extérieurs. Dans la version la plus favorable, plusieurs conditions doivent être réunies. Plusieurs conditions favorables. La première est la discipline institutionnelle, maintenance rigoureuse, formation continue et coordination régionale effective. La seconde est politique, une communication maîtrisée évitant les provocations inutiles et réduisant l'espace des sanctions ou de l'isolement diplomatique. Si ces conditions sont réunies, la crédibilité défensive s'accroît, la dissuasion fonctionne et la réduction de l'insécurité devient perceptible pour les populations. Dans ce cas, la décision associée à Ibrahim Traoré serait interprétée comme un tournant réussi, capable d'inspirer d'autres États confrontés à des dilemmes similaires. Dans l'hypothèse la plus fragile, les faiblesses du modèle apparaissent clairement, en lumière les fragilités du modèle. Une mauvaise gestion des ressources, des rivalités internes au sein de l'alliance ou un incident militaire mal maîtrisé pourrait inverser la dynamique. Une escalade locale, amplifiée par une couverture médiatique hostile, offrirait des arguments à ceux qui dénoncent une militarisation excessive. La pression économique s'intensifierait alors, rendant plus difficile le financement de la sécurité et alimentant le mécontentement social. Dans cette configuration, l'investissement initial deviendrait un fardeau politique autant que budgétaire. Ces trois possibilités ne sont pas des prédictions, mais des repères pour lire la suite. Il rappelle Kahn que la sécurité n'est pas un état, mais un processus soumis à des choix continus. La variable décisive n'est pas tant l'équipement que la gouvernance qui l'accompagne. La question centrale devient alors moins avec qui s'équiper que comment tenir dans la durée. C'est sur ce terrain que se jouera la suite. Pour le public directement concerné, l'enjeu se décline en expériences concrètes et différenciées. Pour les habitants des zones rurales, la question centrale reste la sécurité des déplacements quotidiens. Lorsque les routes deviennent plus prévisibles, même sans être totalement sûres, les décisions changent. Aller au marché, maintenir une activité agricole, envoyer les enfants à l'école. Ce sont des ajustements modestes mais cumulatifs qui transforment la perception du risque et, avec elle, la vie économique locale. Pour les citadins, l'impact est plus diffus. La stabilité relative se traduit d'abord par une baisse de l'incertitude informationnelle. Moins de rumeurs, moins de messages contradictoires sur la présence ou l'absence de forces de protection. Cette lisibilité renforce une attente nouvelle vis-à-vis de l'État, jugé non plus sur ses intentions, mais sur sa capacité à maintenir une continuité. Le contrat implicite évolue. Plus de moyens suppose de plus de résultats observables. Les acteurs économiques, petits commerçants comme opérateurs structurés, lisent la situation à travers le prisme du temps. Une sécurité intermittente bloque l'investissement. Une sécurité imparfaite mais constante le rend envisageable. Cette nuance est essentielle. Elle explique pourquoi certaines décisions de production ou de stockage reprennent, même sans garantie totale. La confiance n'est pas absolue, elle est graduelle. Pour les jeunes, enfin, l'effet est symbolique. La capacité affichée à décider et à agir localement modifie les récits dominants. L'horizon n'est plus uniquement celui de l'attente ou de l'exil, mais celui d'une responsabilité partagée. Cette évolution reste fragile et réversible, mais elle pèse sur les représentations collectives, souvent plus durables que les dispositifs matériels. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré est perçue à travers un prisme pragmatique. Le soutien ou la critique se construisent désormais sur une base simple. Les choix produisent-ils une amélioration tangible du quotidien? C'est cette épreuve du réel, plus que les discours, qui déterminera l'adhésion durable. À ce stade, la question n'est plus seulement celle du choix stratégique initial, mais de sa mise en œuvre dans le temps. Une première étape clé
concerne la gouvernance opérationnelle. Les capacités nouvellement acquises exigent des procédures claires. Qui décide, selon quels critères et avec quels mécanismes de contrôle? Sans cette clarification, la puissance accumulée risque de se fragmenter ou de produire des effets contre-productifs. La discipline institutionnelle devient alors aussi importante que la performance militaire. La deuxième étape porte sur la soutenabilité financière. Un investissement ponctuel, même maîtrisé, ne suffit pas. La maintenance, la formation continue et le renouvellement des équipements impliquent des coûts récurrents. La feuille de route esquissée par les autorités prévoit une mutualisation régionale de certaines charges afin d'éviter qu'un seul État ne supporte l'ensemble du fardeau. Cette logique transforme une dépense nationale en engagement collectif plus robuste face aux chocs économiques. Un troisième axe concerne la transparence et la responsabilité. Pour conserver la légitimité acquise, les décisions sécuritaires doivent être lisibles pour les citoyens. Des mécanismes de suivi associant autorités civiles et militaires sont présentés comme indispensables pour prévenir les abus et maintenir la confiance. Dans un environnement où la perception internationale compte autant que les résultats internes, cette transparence agit comme une protection politique. La quatrième étape touche à la formation humaine. Les équipements ne produisent d'effets durables que s'ils sont intégrés par des personnels qualifiés, encadrés et responsabilisés. L'accent mis sur la formation vise à réduire la dépendance technique tout en renforçant une culture de retenue et de professionnalisme. C'est sur ce point que la doctrine défensive se distingue le plus clairement d'une simple militarisation. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route est présentée comme évolutive, ajustée au retour du terrain. Elle ne promet pas une sécurité immédiate, mais une trajectoire mesurable. La réussite dépendra moins de la vitesse que de la cohérence des étapes suivies. Le fil narratif revient alors à ce qui, au départ, semblait presque anecdotique. Une nuit silencieuse, des convois sans emblème et une décision prise loin des tribunes internationales. Ce motif initial, celui de l'action discrète plutôt que de la déclaration spectaculaire, éclaire rétrospectivement toute la séquence. Ce qui compte n'est pas l'image produite, mais la continuité construite. Dans ce cadre, le choix stratégique n'apparaît plus comme un geste isolé, mais comme l'expression d'une volonté de reprendre la maîtrise du tempo. Pour beaucoup d'observateurs, l'enjeu émotionnel réside précisément là. Le Burkina Faso n'est plus décrit uniquement comme un espace de crise, mais comme un acteur qui expérimente, avec ses risques et ses contraintes, une autre manière de faire. Cette bascule symbolique pèse autant que les gains tactiques. Elle modifie la façon dont les citoyens se projettent dans l'avenir, mais aussi la manière dont les partenaires extérieurs ajustent leurs attentes. La figure d'Ibrahim Traoré cristallise cette transition, non comme un symbole figé, mais comme un point de référence autour duquel se concentrent espoir et exigence. Chaque avancée renforce l'adhésion, chaque erreur potentielle rappelle la fragilité de l'équilibre. C'est précisément cette tension qui donne à la séquence sa charge émotionnelle. Rien n'est définitivement acquis, mais rien n'est plus entièrement subi. Le rappel est simple et volontairement sobre. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Et elle se mesure moins aux intentions affichées qu'à la capacité de tenir une ligne dans la durée. C'est cette endurance, plus que l'événement initial, qui déterminera ce qui restera de ce moment. À ce point du récit, il ne s'agit pas d'imposer une conclusion, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse une seule décision militaire ou un seul dirigeant. La trajectoire engagée interroge la manière dont les États à ressources limitées arbitrent entre sécurité, autonomie et responsabilité dans un environnement international de plus en plus fragmenté.
Elle invite aussi à reconsidérer des catégories devenues automatiques: aide, partenariat, influence, dépendance. Pour certains, cette séquence confirmera l'idée qu'un changement de méthode était nécessaire, même imparfait. Pour d'autres, elle renforcera les craintes liées à la concentration du pouvoir et au risque d'erreurs stratégiques. Ces lectures divergentes ne s'excluent pas, elles coexistent et méritent d'être discutées sans simplification excessive. C'est précisément ce débat qui donne sens à l'analyse, au-delà de l'actualité immédiate. La question posée n'est donc pas uniquement celle d'Ibrahim Traoré ou du Burkina Faso, mais celle des choix collectifs à venir. Comment définir une sécurité qui protège sans enfermer? Comment exercer la souveraineté sans perdre la confiance interne et externe? Et jusqu'où un État peut-il aller pour ne plus attendre sans se couper des autres? Ces interrogations restent ouvertes. Elles concernent le Sahel, mais aussi toute région confrontée à des dilemmes similaires. À chacun désormais d'y répondre avec lucidité et sans slogan.